Bonjour les TS, c'est Monsieur Renaudin. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais d'abord revenir. Non, avant toute chose, je voudrais vous parler de la future reprise des cours. Donc, comme vous l'avez sûrement reçu, les élèves prioritaires pour venir au LISA sont les secondes, les premières la semaine d'après et les terminales qui seraient au rattrapage. Alors, suivant les calculs, mais c'est officieux, c'est pas officiel, hein, tout le monde aurait son bac dans la classe, donc il n'y aurait aucun élève qui serait concerné par ce rattrapage. Moi, j'ai renvoyé un mail à Madame Philippe pour qu'il y ait un groupe de faits quand même pour les terminales qui continueraient les maths en supérieur, pour consolider un peu les connaissances, hein. Je ne sais pas si ça va être accepté parce que ça dépend évidemment des capacités d'accueil du LISA et ça ne serait pas une priorité. Donc j'attends sa réponse et voilà, je vous tiendrai informé. Bon, revenons aux maths. Donc on avait terminé le chapitre sur les suites. J'ai eu des messages d'élèves concernant quelques exercices, quelques difficultés. Donc j'ai fait la correction. Donc on va voir ça ensemble. Alors, les exercices concernés, on m'a demandé de faire le 92 de la page des suites. Alors, c'était page. Voilà, le 92, page 27. Juste la question 2B. On m'a demandé aussi une limite, donc c'était un peu avant, donc c'est le 70 de la page 26, le petit 2. Et j'ai corrigé en entier l'exercice 86, page 27, qui était un peu original, donc je l'ai corrigé en entier. Écoutez, si vous n'avez pas revu ces exercices, vous pouvez les mettre pause et les faire. Et puis moi, je passe à la correction. Donc, j'ai mis ça dans suite. C'est le fichier 21. Voilà, donc je commence par le 70. Une limite à calculer, hein, au moment de la convergence de la suite. Alors voilà, c'est cette suite-là, définie explicitement. Alors c'est comme une fonction en fait. Ce qu'il faut faire, c'est toujours la même chose, c'est factoriser par le monombre de plus haut degré, et ici c'est n. Donc voilà ce que ça me donne. Je simplifie par n, et racine de n sur n, j'ai détaillé ici, ça fait pareil que 1 sur racine de n, en multipliant par racine de n au numérateur et au dénominateur. Là ça va faire n, donc ça va simplifier, donc ça va donner 1 sur n. Donc après cette petite manipulation, voilà à quoi la suite est égale. Et là, il n'y a plus de forme indéterminée parce que la limite de racine de n, c'est plus l'infini en plus l'infini. Donc les deux fractions vont tendre vers 0. Et donc la limite de la suite un, c'est moins 1. Voilà pour cette limite. Je passe au 86. Alors, le 86 que j'ai corrigé entièrement. On a deux suites. Alors, la première suite est définie comme une somme. Là, il faut voir que pour calculer, par exemple, U3, il faut remplacer K par 1, K par 2, K par 3, ici, et additionner tout ça. Donc, concrètement, si U3, c'est 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré. Voilà. Je ne sais pas combien ça fait, mais voilà à quoi c'est égal. Alors après, pour calculer U4, on va jusqu'à 4, etc., etc. Donc voilà, c'est défini par une somme, et donc avec ce signe sigma qui est bien pratique. Et Vn, c'est Un plus 1 sur n. Bon. Première chose, démontrons que Vn est plus grand que U de n. Alors pour cela, faut comparer des fonctions ou des suites, le meilleur outil c'est de faire la soustraction des deux et d'essayer de déterminer le signe. Donc j'ai calculé Vn moins Un, voilà ce que ça me donne. Les Un se simplifient, ça donne 1 sur n. Comme n est un entier naturel, même différent de 0, donc n c'est 1, 2, 3, etc. Ben forcément 1 sur n est positif, et donc V de n moins U de n est positif, je peux bien dire donc ou en additionnant par U de n, que V de n est supérieur ou égal à U de n. Question suivante, question 2, on demande de montrer que UN est croissant. Alors là, pareil, c'est du classique, si je veux montrer que c'est croissant, il faut que je montre que UN plus 1 est plus grand que U de n. Donc encore une fois, j'utilise la soustraction. Voilà ce que ça me donne. Alors là, il faut imaginer que c'est la somme jusqu'à n plus 1, en remplaçant k par 1, 2, 3, 4, jusqu'à n plus 1, des 1 sur k au carré, et on soustrait les 1 sur k au carré, mais on va jusqu'à n. Donc il faut bien imaginer que si on détaille, si vous
détaillé avec des petits pointillés, eh bien le 1 sur 1 au carré va se simplifier avec l'autre, le 1 sur 2 au carré va se simplifier avec l'autre, et il ne restera qu'un seul terme, eh bien le dernier terme ici, parce qu'on va jusqu'à n plus 1, alors que là on va jusqu'à n, donc il y en a un de plus, et le dernier, celui qui ne sera pas simplifié, ce sera 1 sur n plus 1 au carré. Je sais que cette simplification-là peut être difficile chez certains élèves, il y en a qui la comprennent tout de suite. Voilà, et si vous ne comprenez pas, essayez de remplacer n par un entier, essayez de remplacer n par 2, regardez ce que ça donne, remplacez n par 3, et vous allez vous convaincre que les premiers termes sont tous simplifiés, sauf le dernier. Donc 1 sur n plus 1 au carré est positif, donc un plus 1 est plus grand que un, donc un est croissant. Petit 3, montrons que Vn est décroissant, donc pareil, la soustraction des deux, là je vais essayer de montrer que c'est négatif. Donc voilà ce que ça me donne. Un plus 1 moins un, on l'a vu précédemment, ça fait 1 sur n plus 1 au carré, donc ça fait ça, plus le 1 sur n plus 1 qu'on a ici, moins 1 sur n. Je mets tout sous le même dénominateur, je développe, et je vais à la page suivante, et ça me donne moins 1 sur n facteur de n plus 1 au carré. Donc, ça c'est bien sûr négatif, hein, parce que le dénominateur est positif, n étant un entier naturel, moins 1 est négatif, donc la fraction elle-même est négative, donc Vn est décroissante. Après on demande au petit 4 de montrer que un et Vn sont bornés. Alors il faut montrer, pour que ce soit borné, il faut montrer que u de n est compris strictement, enfin, supérieur ou égal et inférieur ou égal, à deux valeurs. Donc comme un est croissante, eh bien forcément un est plus grand que son premier terme, c'est-à-dire un. Comme un est croissant, tous les termes pour n entier naturel sera supérieur au premier, qui est un. Un, ça fait juste 1 sur 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc un est toujours supérieur ou égal à 1. De la même manière, Vn est décroissante, donc Vn est plus petit que son premier terme. V de n est plus petit que V de 1. V1, je l'ai calculé ici, ça fait 2. Donc forcément, Vn est inférieur ou égal à 2, quel que soit l'entier naturel n supérieur ou égal à 1. De plus, on a montré que un est plus petit que V de n. Donc, comme Vn est plus petit que 2, et que U de n est plus petit que V de n, forcément, Un est plus petit que 2. Et U de n est plus grand que 1, donc Vn étant plus grand que U de n, V de n est plus grand que 1. Finalement, on a le fait que Un et Vn sont bornés par 1 et 2. Ça ne dépasse jamais ces deux valeurs. Voilà pour cet exercice, plutôt pas mal. J'ai mis entre parenthèses, bon ça c'est du hors programme, mais en fait ce qui se passe c'est que ces deux suites sont adjacentes. Alors c'est hors programme, mais quand est-ce qu'on dit que deux suites sont adjacentes? Quand il y en a une qui est croissante, ce qui est le cas, l'autre est décroissante, ce qui est le cas, et la différence des deux se rapproche de 0. On dit alors que les suites sont adjacentes. Et on a une propriété qui dit que quand les suites sont adjacentes, elles ont la même limite, elles convergent vers un même réel. Donc ces deux limites, ces deux suites U de n et V de n convergent vers le même réel. Je suis en train de réfléchir à quoi ça converge. Non, je saurais vous dire, il faudrait que je fasse un calcul. Mais en tout cas, forcément, elles convergent vers un même réel, ce qui se comprend tout à fait, parce que les deux suites se rapprochent, et une qui est croissante, l'autre décroissante. Donc forcément, si on fait la droite des réels et qu'on fait les premiers termes, on voit que les deux suites se rapprochent l'une de l'autre et vont tendre forcément vers un réel. Voilà pour cet exercice. On va passer... Et non, j'en ai encore un autre, excusez-moi. Le 92, page 27, on m'a demandé de répondre à cette question. Une élève restait bloquée. Donc il fallait exprimer V de n et U de n en fonction de n. Alors V de n est arithmétique. Donc on a une formule pour les suites arithmétiques, c'est V0 plus n fois la raison. On a prouvé que la raison était moins un tiers, donc voilà ce que ça donne. Et donc V de n égale à moins 1 sixième moins 1 tiers fois n. Donc ça, c'est l'expression de V de n en fonction de n. Et on vous demandait ensuite U de n. Ah oui, alors donc la suite de l'exercice, je suis désolé, je fais des économies de feuilles. C'est dans le dossier loi TS loi 1. Voilà. Donc, on sait que V de n, ça c'est un V, hein, égale à 1 sur U de n moins 3. Donc, je multiplie par U de n moins 3, voilà ce que ça me donne.
je passe le v de n, voilà ce que ça me donne, et un, donc c'est égal à 1 sur v de n plus 3. Et pour avoir u de n en fonction de n, eh bien, il suffit de remplacer vn par son expression, et on a le résultat. Alors, on pourrait arranger le calcul en mettant sous le dénominateur, mais bon, peu importe. Voilà pour les suites, et n'hésitez pas donc à me poser des questions, hein, j'y répondrai volontiers en faisant les exercices comme je viens de faire là. Alors, on va passer maintenant au chapitre suivant, donc les lois. C'est le chapitre 10, c'est ce chapitre loi là. Alors, on l'avait déjà abordé en faisant le rappel sur la loi binomiale, mais là on va passer à toute autre chose. On va parler de loi continue. Donc c'est le 2, ça commence là. Et donc on va s'intéresser à des variables aléatoires continues. Je m'explique. Un exemple, donné dans une bouteille vide de contenance 1,5 litre, on verse une quantité d'eau au hasard. On considère la variable aléatoire grand X égale à ce volume d'eau en litres. Cette quantité peut être égale à n'importe quel nombre de l'intervalle 0, 1,5. Donc c'est là la grande différence, c'est que précédemment, X avait des variables aléatoires discrètes. C'est-à-dire que X représentait par exemple le nombre de bonnes réponses à un QCM, comme l'exercice précédent. Donc, X prenait comme valeur 0, 1, 2, 3, etc. C'était des valeurs discrètes. On appelle ça discret parce que ce sont des singletons, des valeurs bien définies. Et on peut représenter une loi sous forme de tableau. On a fait des exercices de ce genre-là. Quelles sont les possibilités pour grand X? Quelles sont les probabilités associées? Et donc, on établissait comme ça la loi sous forme de tableau. Là, ça va être impossible de représenter sous forme de tableau. Pourquoi? Parce que X prend une infinité de valeurs, et c'est des valeurs continues, c'est-à-dire que c'est n'importe quel nombre entre 0 et 1,5, donc une infinité de cases à mettre dans notre tableau, ce qui est impossible. Donc, on va avoir un nouveau moyen qui modélise les expériences aléatoires quand ce phénomène est continu. Donc, voilà un exemple, ça pourrait être aussi le temps d'attente à un arrêt de bus. Imaginons que ce soit entre 0 et 2 en heure. On peut attendre 1 heure, mais on peut attendre aussi 1 heure, 1 minute, 32 secondes et 45 millièmes de seconde, etc., etc. Et comme le temps est une variable continue, on a une infinité de valeurs, encore une fois, un temps d'attente, un arrêt de bus. On n'arrondit pas les résultats. Donc voilà, on verra plein d'autres exemples par la suite. Alors, on va passer par une première définition. Soit x une variable aléatoire à valeur dans un intervalle AB. On dit que grand X suit la loi à densité f si deux critères à remplir. F est continue et positive. Donc continue, je vous rappelle, ça veut dire que la courbe est d'un seul tenant. Il n'y a pas de trou dans la courbe, hein, c'est la définition intuitive. Vous verrez l'année prochaine, pour ceux qui continuent les maths, une définition exacte, hein, la définition de fonction continue. Donc voilà, toutes les fonctions étudiées en terminale sont continues sur l'ensemble de définitions, les classiques. Et positive, donc c'est-à-dire que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc voilà une condition condition à remplir. Et que l'intégrale, alors l'intégrale, je vous rappelle que c'est l'aire sous la courbe. Hein, et ça se calcule à l'aide d'une primitive. L'intégrale de la fonction sur l'intervalle AB est égale à 1. La fonction f est alors appelée densité de probabilité de la variable aléatoire grand X. On va voir son utilité dans les phénomènes de variables continues. Donc un premier exercice, montrer que f de x égale à 2x, une fonction de densité de probabilité sur 0,1. Vous pouvez essayer de le faire, il n'y a pas de souci. Vous essayez de respecter cette définition et montrer que f respecte ces deux critères-là, ce qui vous permettra de dire que c'est une fonction de densité de probabilité. Alors, moi je passe à la correction. Ouais, il faudrait que j'ouvre un autre drive, ça sera plus pratique. Donc c'est le fichier loi 1. Voilà, donc on est sur l'intervalle 0,1, donc 2x est forcément supérieur ou égal à 0, et donc f est continu. Vous n'avez pas besoin de justifier du fait que ce soit continu en terminale.
C'est une fonction affine, donc elle est continue. Et donc positive sur 0,1. Donc premier critère rempli sans difficulté. Après, c'est le calcul de l'intégrale. Donc je vous rappelle qu'il faut faire la primitive de la fonction. Donc la primitive de 2x, c'est x au carré. Hein, c'est la fonction qui en dérivant donne 2x, donc c'est x au carré. Pour les valeurs entre 1 et 0. Et donc après, je vous rappelle que pour calculer cette variation, il faut remplacer x par 1, x par 0 et faire la différence. Et donc on trouve 1. Les deux critères sont remplis. Donc f est une fonction de densité de probabilité sur 0,1. Voilà. Je passe à la suite. Alors, ensuite, comment associer probabilité et fonction de densité? C'est cette propriété-là. Soit x une variable aléatoire à valeur dans un intervalle AB muni d'une loi de densité de f, donc qui respecte les critères précédents. Si CD est inclus dans l'intervalle AB, donc AB, ça serait l'intervalle 0,1 dans notre dernier exemple, donc deux valeurs à l'intérieur de cet intervalle AB, alors la probabilité que x appartienne à l'intervalle CD est égale à, donc voilà comment ça peut se noter, plus classiquement de cette manière-là, c'est-à-dire que grand X doit être compris entre C et D, bien c'est égal à l'intégrale entre C et D. Voilà. D'abord le plus petit, ensuite le plus grand. Alors à noter que comme CD, alors c'est encore une fois, il faut voir ça sous l'herbe de la courbe, mais je vais y revenir dans l'exemple concret qu'on va faire après, ça sera plus clair. D'autres propriétés. Alors une propriété qui peut paraître surprenante, pour tout réel dans l'intervalle AB, la probabilité que grand X soit égal à C égale à 0. Si je reprends mon exemple de temps d'attente à l'arrêt de bus, la probabilité, admettons que ce soit entre 0 et 2, 0 et 2 heures, la probabilité d'attendre 1 heure est égale à 0. C'est impossible d'attendre 1 heure à l'arrêt de bus. Alors vous allez me dire, c'est idiot, on peut attendre 1 heure à l'arrêt de bus. Oui, mais c'est égal. C'est égal, c'est pas à une seconde près, c'est pas à une milliseconde près, c'est égal. Et en mathématiques, quand c'est égal, ça veut dire que ça doit être 1 heure, 0 minute, 0 seconde, 0 milliseconde, 0 microseconde, 0 nanoseconde, etc. etc. jusqu'à l'infini. Donc en fait, la probabilité d'attendre 1 heure à l'arrêt de bus est égale à 0. La probabilité que grand X soit égal à n'importe quelle valeur égale à 0, quelle que soit la fonction f associée à ce grand X. Donc ça c'est important. C'est peut-être chaque fois quand on raconte ça, on a un petit débat en classe, ce qui me manque là en ce moment. Je parle un peu tout seul, mais voilà, P de x égale à C égale à 0. Alors après c'est des propriétés normales, hein, enfin, classiques. Si x appartient à l'intervalle de A union B, alors la probabilité que x appartienne à A plus, c'est égal à la probabilité que x soit égal à A plus la probabilité que x égale à B. Par exemple, si c'est le temps d'attente à l'arrêt de bus, si A c'est moins de 30 minutes et B c'est plus d'1 h 30, et ben, c'est la probabilité d'attendre moins de 30 minutes plus la probabilité d'attendre plus d'1 h 30. Voilà. Comme P de x égale à C égale à 0, ben en fait que x soit strictement inférieur à C ou que x soit inférieur ou égal à C, c'est la même probabilité, quelle que soit la valeur de C. Parce que la probabilité que ça soit égal à C égale à 0. Donc voilà, c'est égal. Et enfin, passage au complémentaire. La probabilité que grand X soit plus grand que C, c'est 1 moins la probabilité que X soit plus petit que C, inférieur strict ou inférieur ou égal, c'est la même chose. Les démonstrations se font l'aide de cette formule-là. Et donc, avec l'aire du domaine en dessous la courbe. Autre définition, l'espérance d'une variable continue, donc grand X, hein, c'est égal à l'intégrale de A à B de x f de x dx. Là, c'était la formule donc avec les valeurs discrètes que vous avez vu en première. Et donc là, ça c'est la formule avec les fonctions de densité. Et donc il y a un x qui se rajoute et donc ça se calcule comme ça. Un petit exercice d'application. F de x égale à 2x, donc la fonction précédente est une fonction de densité sur 0,1, donc on peut calculer son espérance. Donc vous pouvez le faire. Et moi je passe à la correction. Donc l'exercice 4, l'espérance, donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de x f de x, donc ça fait 2x au carré. La primitive de 2x au carré, c'est 2 tiers de x au cube. Je remplace par 1, je remplace par 0, et ça fait 2 tiers. Voilà. Alors l'espérance,
l'espérance correspond donc au temps d'attente moyen à l'arrêt de bus. Si je reprends mon exemple, le temps d'attente à l'arrêt de bus, ou alors si je remplis ma bouteille d'eau au hasard, ma bouteille d'eau d'1,5 litre, eh bien l'espérance va correspondre à la moyenne attendue quand je remplis ma bouteille d'eau au hasard. Voilà. Donc ça dépend de la fonction f. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était théorie. Et donc maintenant, vous pouvez faire les exercices. Alors, d'abord, peut-être regardez l'exercice. Donc je vais faire l'exercice 38 de la page 336. Voilà, vous pouvez suivre cet exercice sans le faire déjà, et puis après, vous pourrez faire les autres que je vous donnerai. Donc, dans cet exercice 38, non, 37, excusez-moi, 37, c'est pas 38, c'est 37. Voilà. Alors, dans cet exercice 37, première question, représenter la fonction f. Donc f, c'est f de x égale à x plus 1/2, une fonction affine, sur l'intervalle 0,1. Bon, je ne vais pas respecter les centimètres, hein, vous savez tracer une fonction, donc voilà ce que ça donne. Voilà, sur 0,1. On commence à 0, on s'arrête à 1. Première question, question 1b plutôt. Montrer que f est une fonction de densité de probabilité sur l'intervalle 0,1. Donc, deux critères à respecter. Il faut que ce soit positif. Bon, on le voit ici, mais x plus 1/2, de toute façon, comme x appartient à 0,1, c'est bien supérieur à 0. C'est même plus grand que 0,5. Mais donc c'est plus grand que 0. Et puis f est continu, encore une fois, parce que c'est une fonction affine. Donc premier critère vérifié. Ensuite, l'intégrale sur 0,1. Eh bien, c'est égal à cette intégrale-là. La primitive, ça donne ça. Je remplace par 0 et par 1. Et donc, ça me donne 1. Donc, f est bien une fonction de densité de probabilité sur 0,1. Petit 2, on vous demande de calculer les probabilités. Alors, premier calcul de probabilité avec ces fonctions de densité. Donc, on me demande p de x plus petit que 0,25. Donc, en fait, c'est égal. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment je fais? Parce que, en fait, quand je reviens au cours, la probabilité que x soit plus petit qu'une certaine valeur, c'est pas marqué. C'est toujours entre deux valeurs. Oui, mais voilà. Sous-entendu, comme x est compris entre 0 et 1, c'est une variable aléatoire comprise entre 0 et 1, la borne inférieure sera forcément 0, ou une valeur définie dans l'exercice, mais ça va au minimum à 0, et au maximum, ça va à 1. Donc ça correspond à x compris entre 0 et 0,25. Donc c'est égal à cette intégrale. Alors maintenant, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect graphique des choses pour essayer de comprendre ce qui se passe. Là, on me demande de calculer la probabilité que x soit inférieur à 0,25. Donc x, c'est une variable aléatoire, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Voilà, dans cet exercice. Et donc, la probabilité que x soit plus petit que 0,25, ça correspond à l'intégrale entre 0 et 0,25, c'est-à-dire à cette aire-là. L'aire que l'on va trouver ici, à l'aide du calcul de l'intégrale, va nous donner la probabilité que x soit plus petit que 0,25. Et donc, on comprend pourquoi f doit respecter certaines consignes. F déjà doit être positif, ben oui, parce que sinon le calcul pourra nous amener une probabilité négative. Et l'intégrale totale, c'est-à-dire de 0 à 1, est égale à 1. Ben forcément, parce que l'intégrale entre 0 et 1, c'est la probabilité que x soit compris entre 0 et 1. Oui, mais voilà, on sait que x est compris entre 0 et 1. Donc la probabilité que x soit compris entre 0 et 1, ben, c'est l'événement certain, c'est égal à 1. Donc, p de x plus petit que... l'aire sous la courbe entre 0 et 1 doit être forcément égal à 1 pour que ça soit une loi de densité associée à une probabilité. Voilà, que vous compreniez ça. Et donc par exemple, la probabilité que x soit compris entre 0,5 et 1, ben, ça va être entre cette aire du trapèze, là, entre 0,5 et 1, l'axe des abscisses et la courbe. Voilà. Donc tout dépend de la fonction. Les probabilités, x aura une certaine probabilité, enfin, la probabilité que x soit compris entre deux valeurs, sera déterminée par cette fonction. Elle va peut-être être en cloche, elle va peut-être être horizontale, ou comme cette fonction-là.
suivant le phénomène naturel observé. Et ça va être valable jusqu'à la fin du chapitre. Hein. Après, on va avoir des cas particuliers pour certaines fonctions particulières, mais ça sera toujours ces mêmes calculs et cette même représentation. Donc, je reviens à mon calcul. Bon, après, c'est calculatoire. Hein. Donc, la primitive de ça, on l'a déjà faite. Ça fait ça, entre 0,25 et 0. Et donc, ça fait 0,156. On peut voir dans le livre qu'on demande d'arrondir au millième le plus proche. Hein, au-dessus, l'exercice 37, vous pouvez lire, on arrondira les résultats au millième le plus proche lorsque cela est nécessaire. Donc, je respecte la consigne, donc ça fait 0,156. P de x plus grand que 1 tiers, donc là, cette fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, x, la valeur supérieure, c'est 1, forcément. Donc, c'est entre 1 tiers et 1. Et donc, ça me donne 0,778. Le C, encore une probabilité. Bon, ben là, c'est entre 0,1 et 0,7. Bon, je ne vais pas détailler, mais ça fait 0,54. L'espérance mathématique, donc grand X, l'espérance de grand X, donc c'est cette fonction-là qu'il faut primitiver. Donc ça fait x au cube sur 3 plus 1 quart de x au carré, entre 0 et 1. Ça fait 7 douzièmes, environ 0,583. Donc en fait, cette espérance, si grand X s'étend d'attente à l'arrêt de bus, hein, entre 0 et 1, entre 0 et 1 heure, eh bien on peut espérer attendre 0,583 heures à cet arrêt de bus. Voilà. Temps d'attente moyen. Alors, j'ai rajouté deux questions. J'ai rajouté deux questions, c'est pour vous aider pour les exercices que je vais vous donner après. Comment on fait un sachant? Parce qu'on peut faire des sachants, comme on a fait dans le chapitre proba conditionnel. P de A sachant B, ben on suit la même formule. P de A sachant B, c'est P de A inter B divisé par P de B, donc ça donne ça. Alors ensuite, il faut un peu de logique. Que signifie l'événement x plus grand que 0,1 et, je rappelle que l'intersection c'est un et en probabilité, et que x soit plus petit que 0,5. Que ce soit plus grand que 0,1 et plus petit que 0,5, forcément c'est la probabilité que x soit compris entre 0,1 et 0,5. Donc voilà ce que ça me donne. Et puis après, bon, ça se calcule de la même manière, je ne vais pas détailler. Et donc on trouve au final 0,339. Et enfin une dernière question, encore un sachant, mais dans l'autre sens là. Et donc voilà, même chose. Là, il faut que x soit plus petit que 0,5 et que x soit plus petit que 0,1. Alors là, encore une fois, c'est la logique. À quelles conditions un nombre est plus petit que 0,5 et qu'il soit aussi plus petit que 0,1? Forcément, comme là, c'est dans ce sens-là, c'est la probabilité que x soit plus petit que 0,1. Forcément, le plus petit des deux. Pour que les deux soient vérifiés, il suffit que x soit plus petit que 0,1, parce que si c'est plus petit que 0,1, ce sera plus petit que 0,5. Donc voilà, je n'ai pas fait le détail, mais voilà ce que ça donne, 0,147. Voilà, donc ça c'était pour les exercices corrigés. Et maintenant, ce que vous pouvez faire à l'aide de la correction du bouquin, donc j'ai fait le 37, c'est du 38 tout jusqu'au 46. Voilà. Faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'y arrivez pas, hein, vous essayez quand même. Mais si vous n'y arrivez pas, posez-moi des questions et j'y répondrai à la prochaine vidéo. Voilà, bon courage et j'espère à bientôt. J'espère vous revoir avant la fin de l'année. Ce serait quand même bien sympa plutôt que terminer cette année scolaire comme ça, mais on verra, j'espère. Je croise les doigts en tout cas. Bonne journée et puis à bientôt.